Voilà, il nous reste une tâche à accomplir, là, dans les minutes qui nous restent, à essayer de se dire, est-ce qu'au bout de cette journée, avec les témoignages, les ateliers, tout le travail de chacun, on a une vision un peu plus claire, ou un peu plus précise, un peu mieux délimitée de ce qu'est le soin intensif psychique ou psychiatrique, est-ce qu'il existe, à quoi il ressemble, quelles dispositions il faut pour l'accomplir, quel dispositif. Une question comme ça qui navigue. Est-ce qu'on arrive à répondre aujourd'hui à nos institutions, à vos institutions, donner une définition du soin intensif? Est-ce qu'on arriverait à défendre cette notion-là dans les institutions dans lesquelles on travaille? On va essayer d'y répondre ensemble. Alors, si vous avez des débuts de pistes, n'hésitez pas. On va demander aussi, évidemment, à Vassilis Kapsambélis de nous donner sa vision synthétique de tout le matériel de la journée. Peut-être que je vais lui laisser la parole et puis on va démarrer avec ça. Oui, donc on a passé une journée extrêmement riche et par tout ce qu'on a entendu et l'émotion de ce qu'on a entendu comme tout à l'heure et par les ateliers que j'ai eu l'occasion de voir malheureusement par bribes, mais en allant de l'un à l'autre et en regardant le PowerPoint, etc. Alors, est-ce que les soins intensifs en psychiatrie existent? Je crois que tout ce que nous avons vu dans les ateliers et dans les groupes de travail, dans les communications qui nous ont été faites, est assez clair. Les soins intensifs existent et ils concernent l'aspect le plus désagréable de notre métier. Et que donc face à ce côté désagréable, nous sommes en train de développer une inventivité, une délicatesse de procédés, un encadrement de pratiques, une profusion de pensées, de réflexions, pour que justement ce côté le plus désagréable de notre métier puisse se trouver dans quelques procédures, dans quelques façons de faire qui soient acceptables aussi bien pour l'humanité de nos patients que pour notre propre humanité engagée dans ce type de soins plus ou moins contraignants. Alors en écoutant et en visitant les ateliers, un souvenir m'est venu à l'esprit. Et quand j'ai terminé mon internat il y a un peu plus de 30 ans, et mon premier poste était à l'hôpital de la Verrière. Alors l'hôpital de la Verrière, mon premier poste de psychiatre, était un hôpital qui appartient toujours à la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale Française. Donc c'est une mutuelle qu'il avait créée, et elle avait confié la réalisation à un grand psychiatre de l'époque des réformateurs, qui était Paul Sivadon, qui était chef de service longtemps à Villévrard, qui était parmi les premiers à ouvrir les portes de l'asile, à œuvrer pour la libéralisation des soins psychiatriques, pour la transformation de l'espace institutionnel psychiatrique, et qui, au bout de quelques années de service public, il a trouvé davantage propice à son ambition réformatrice de créer lui-même un hôpital depuis le départ, et son association avec la MGN a sorti donc cet hôpital en 56-57, un hôpital modèle. Alors le jeune médecin que j'étais, qui arrivait là au milieu des années 80, rencontrait donc des infirmiers qui avaient l'âge que j'ai aujourd'hui et qui étaient en fin de carrière et qui avaient participé à l'aventure depuis le début. Et alors, dans les soirées de garde propices à des récits, j'avais des récits, des expériences héroïques du début, et fort intéressantes. Et je me souviens notamment du récit du fait que, Sivadon étant opposé à toute forme d'enfermement, un malade maniaque, il fallait être avec lui toute la journée, ce qui se traduisait par un kilométrage extraordinaire de déambulation dans le parc de l'hôpital, et il était vaste. Et donc les infirmiers qui me racontaient ça, ils disaient on rentrait le soir à la maison, et on n'était pas encore aux 35 heures, donc on rentrait le soir à la maison, on était totalement exténué, et ça durait des semaines, et ça durait des mois. Et puis, et dans ces récits-là, il y avait un côté, c'était quand même le beau vieux temps. C'était le beau vieux temps, mais qui était accompagné de la phrase « mais ce n'était pas très efficace ».
mais ce n'était pas très efficace. Et donc il y avait ces deux éléments à la fois, et on percevait bien que dans cette époque héroïque des années 50, des années 60, en sortant des asiles depuis des siècles, et qui étaient quand même à juste titre perçus comme des espaces de non-droit, avec la part de mauvais traitements, et mauvais traitement, c'est aussi le mépris, c'est aussi l'indifférence, ça aussi c'est du mauvais traitement, eh bien la non prise en compte de l'humanité de l'autre, eh bien on était ces gens, ces pionniers de la psychiatrie moderne, de la réforme, eh bien ils étaient portés par l'idée il faut faire le contraire. Et on était dans une logique de, comment dire, couvrir sous une avalanche de bons sentiments l'avalanche de mauvais sentiments qui avait prévalu pendant des siècles, et des déchaînements des aspects les plus vils de l'être humain qui avaient prévalu pendant des années dans les asiles, aussi bien d'ailleurs côté patient que côté soignant. Et alors, on s'en prend à rêver si seulement ça pouvait être vrai, ou si ça pouvait être possible, ou efficace. Et en écoutant tout cela, on pense à cette œuvre majeure de Freud, Malaise dans la civilisation, Malaise dans la culture, où il explique bien que l'être humain, peut-être le seul de son espèce, est bien obligé quand même de faire un travail d'ajournement, de détournement, de renoncement à ces mouvements pulsionnels. Et le sadisme en est un. Renoncement donc au plaisir en quelque sorte, parce que ça c'est le prix de la satisfaction de sa libido, parce que c'est le prix quand même de la création d'une civilisation. Et par ailleurs, ce renoncement à la satisfaction pour créer une civilisation a de son côté un travail de production d'une certaine des lois d'abord, et après d'une certaine déontologie et d'une certaine éthique, qui eux-mêmes sont en train de combattre quelque chose d'encore plus pernicieux que les pulsions libidinales, c'est-à-dire cette part de destructivité et de mort qui habite l'être humain. Et alors, c'est à ce travail de civilisation qu'on a l'impression d'assister lorsqu'on écoute ce qui se passe dans les différents ateliers. On voit par exemple cette méthode CFB, c'est-à-dire on va entrer en contact physique avec un patient, nous allons en venir aux mains. Nous allons en venir aux mains. Comment peut-on transformer ceci qui n'est jamais passé pour un acte de grande amitié et d'amour? Comment on va transformer ceci en un acte de civilisation, en une façon de maîtriser, de contrôler, de pouvoir détourner en quelque sorte les sentiments naturels d'agressivité, d'animosité que vous avez à l'égard de quelqu'un qui vous menace ou qui a peur de vous et que vous avez peur de lui, etc. Ou encore les normes. J'ai entendu énormément de construction de normes pour les chambres d'isolement, les chambres de soins intensifs en psychiatrie. Et on voit bien tout le travail de conformité, donc le travail d'hygiène, le travail de préparation, les règles d'utilisation. On voit les indicateurs qui se mettent en place. Réduire le nombre de chambres utilisées en une année dans une unité X, ou réduire la durée de séjour dans une chambre d'isolement pendant année après année. C'est-à-dire que vous voyez bien cet énorme travail de transformation, en quelque sorte, de quelque chose qui relève de la part des désagréables, de façon à ce qu'il puisse entrer dans un travail, dans une logique, dans une exigence de civilisation, ou encore comment utiliser au mieux les psychotropes. On entendait à l'atelier tout à l'heure, on est allé jusqu'à 80 mg d'aldol par jour, on est tombé à 60, on est tombé à 40, maintenant le maximum reconnu est 20, et parce qu'on s'est aperçu que on avait la même efficacité ou non-efficacité avec 20 et avec 80, et que donc, d'une certaine façon, on avait 20 mg d'efficacité et 60 mg d'animosité à l'égard du patient à qui on donnait les 80, en quelque sorte. Ou encore, pour un autre chemin, comment faire pour améliorer notre capacité, qui est difficile, à s'identifier à ces personnes que nous devons soigner et qui semblent parfois si étrangers à nous-mêmes et au sens commun,
D'où la mobilisation de pères aidants, de pères praticiens, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui fasse le pont entre eux et nous, qu'il puisse nous guider un peu mieux dans l'effort pour s'identifier mieux à leurs besoins, donc mieux les servir. Ou encore d'autres ateliers, comment aller le plus loin possible dans le développement d'alternatives à cette part désagréable du métier, à ce venir en main, à cette violence que nous ne pouvons pas éviter d'exercer de temps à autre. Et c'est-à-dire que donc ce travail de civilisation qui consiste, qui a commencé avec les pionniers du mouvement anti-asilaire et qui était d'abord transformer les mauvais sentiments en bons et puis transformer les bons sentiments en bonnes méthodes, parce que les bons sentiments n'ont jamais suffi pour soigner quelqu'un et que donc il ne suffit pas de remplacer les mauvais sentiments par des bons, ce qui est déjà une bonne chose, mais aussi transformer les bons sentiments en bonnes méthodes rationnelles, réfléchies, cohérentes, efficaces, et condensant un haut degré d'élaboration pour qu'elles soient mises en œuvre. Et je me disais que tout de même, et ça c'était la valeur des ateliers auxquels j'ai assisté, eh bien ce travail de civilisation, eh bien il est conçu et il est perçu comme jamais gagné d'avance. C'est un combat permanent. C'est un combat permanent parce que le diable se cache dans les détails, comme on dit, et parce que la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions, comme on le dit aussi, et que donc ce côté, c'est un combat qui n'est pas gagné d'avance, percé en permanence dans chacun des ateliers et rapporté avec beaucoup de courage et d'honnêteté, par exemple, par les différents participants, par les animateurs, etc. Par exemple, à tel moment où l'idée émerge, et quand même, tant qu'on n'avait pas de chambres d'isolement, on avait 4 ou 5 cas par an, on les envoyait ailleurs. Comment ça se fait que depuis qu'on les a, elles sont toujours pleines? Ah! Comment ça se fait qu'elles sont toujours pleines? Et là, ça perce quelque chose en disant, on a fait beaucoup de choses bien et dans les normes, mais peut-être il y a quelque chose qui échappe de ce côté obscur de l'être humain, de son âme, qui n'est pas tout à fait réglé avec nos procédures. Ou alors, une autre collègue qui dit, on a quand même très bien organisé les procédures, etc. Mais quand même, quand on fait le retour sur expérience, et quand on fait l'évaluation de nos procédés, il n'y a que 3 patients sur 27 qui disent que c'était une bonne chose pour eux. Alors, bien entendu, l'être humain ne se veut pas que du bien, c'est valable pour nos patients comme pour nous-mêmes, mais là, il y a quelque chose qui résiste aux bons sentiments, aux bons procédés, etc. Ou encore, contrôler ce qui se passe dans une chambre d'isolement. Bien sûr, on est parti, j'exagère probablement un peu, encore que les témoignages de Bicêtre de la moitié du XVIIIe siècle n'étaient pas quand même très différents. On est parti quand même du cachot. On est parti de celui qu'on jette dans un cachot avec un morceau de pain en lui disant en gros ciao et à la semaine prochaine. Et on veut plus de ça. Et on veut sortir de ça. Eh bien, et en sortant de ça, on dit, on passe toutes les 15 minutes à regarder ce qui se passe dans la chambre d'isolement. Et puis tout d'un coup, on dit, mais toutes les 15 minutes, on va regarder par le hublot ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu persécutant? Certes, c'est très loin du cachot de Bicêtre, mais tout de même, qu'est-ce qu'il est encore en train de s'infiltrer là, de ceux que nous voulons faire sortir de nos pratiques, des patients qui nous disent, mais je suis tout le temps sous le regard avec votre système de sécurisation absolue pour mon bien, et je suis tout le temps dans le panoptique, disait Foucault, et je suis tout le temps sous votre regard, on ne peut pas être tranquille un seul instant, il faut encore que vous veniez me regarder. Et puis, j'ai beaucoup apprécié le cri du cœur, c'était pas un cri du cœur, mais enfin, moi je l'ai entendu comme ça, d'une des animatrices des ateliers, qui à un moment donné, elle a dit, oui, c'est vrai, on appelle ça des chambres de soins intensifs en psychiatrie, mais quand même, moi, tant qu'il y en aura 3 sur 27 qui disent que c'est bien, je continuerai à les appeler chambres d'isolement.
et que je vais les appeler peut-être, enfin elle ne l'a pas dit comme ça, peut-être elle est présente, elle va rectifier, mais il y avait ça dans l'esprit. C'est-à-dire que quand même c'est bien tout ça, c'est bien gentil, mais si les gens disent 3 sur 27 que c'était bien, tous les autres que c'était pas bien, eh bien on va les appeler encore un peu chambre d'isolement et on va attendre pour les appeler chambre de soins intensifs en psychiatrie, parce qu'il faut bien quand même que le soigné trouve aussi qu'il est soigné et non pas qu'il est pénalisé, puni, mis au coin, etc., etc., pour qu'on ne soit pas dans le verbe et qu'on soit aussi dans la réalité des choses vécues par les uns et par les autres, et incluant le vécu affectif et pas seulement rationnel des gens. Alors donc, voilà ce que je voulais vous dire pour conclure cette journée très riche. Alors, je crois que nous ne pouvons pas passer outre le fait que nous sommes probablement le seul mammifère sur cette planète, en tout cas, qui est capable de ne pas se vouloir toujours du bien. L'instinct règle ça très bien chez les autres mammifères. Ils savent ce qu'ils veulent. Il y a une satisfaction à la fin. Clac, ils y vont. Si c'est trop dangereux, c'est l'autre instinct qui prend le relais. Donc, ils n'y vont pas. Donc, c'est quand même très, très bien réglé tout ça. Nous sommes les seuls à être capables de développer une idée de je ne me veux pas que du bien, et ceci est vrai pour nous, et donc encore moins pour autrui, et que donc c'est vrai aussi pour nos patients, c'est vrai aussi pour nous-mêmes, pour tout un chacun, et c'est donc face à ce fait quand même irréductible à toutes les lois de la biologie, en quelque sorte, sur laquelle par ailleurs nous nous reposons et nous nous basons, que nous sommes en train de travailler la question complexe des soins intensifs en psychiatrie. Merci de votre attention. Je suis assez sûr que cette conclusion ne vous a pas laissé de marbre. Est-ce que quelqu'un aimerait encore dire quelque chose? Rebondir? On va métaboliser tout ça alors. Ok. Alors je vais conclure pour ceux qui nous quittent là maintenant, pour ceux qui continuent au vernissage du livre. Alors on se recroisera peut-être dans quelques instants. Au nom des AV, au nom de tout le comité d'organisation de la journée, la plateforme latine, on a eu beaucoup de plaisir de faire cette reprise de ces journées et puis cette nouvelle collaboration et puis d'avoir vu autant de monde, d'horizons aussi divers. Donc merci à vous, merci de vos participations, merci des participations dans les ateliers aussi. Merci.